Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Zundo. La dernière fois, l'épisode était un petit peu spécial vu qu'on n'a pas vraiment parlé de l'avancée de Zundo, mais on a parlé de comment installer et tester Zundo. Mais avant ça, on avait justement terminé les placements de tribus et tous les pouvoirs. Et on s'était dit, c'est un bon moment pour tester un petit peu Zundo, mais dans la suite, il y avait justement la gestion, pour dire d'avoir terminé d'implémenter les règles. Il nous reste les atouts, les obstacles et les conditions de victoire. Une condition de victoire manquante, le game lock. Parce que les renforts en tant que tels, on en avait déjà parlé, c'est que tant qu'on n'a pas soit un atout qui permet de créer un renfort ou qu'on aurait implémenté l'idée de pouvoir créer des tribus custom, les renforts sont un aspect du jeu qui n'existe pas encore, qu'on n'a pas besoin. Donc pour le moment, et j'aimerais vraiment me concentrer là-dessus, c'est vraiment terminer l'implémentation des règles de jeu telles quelles. Et pour ça, tout ce qui nous manque, c'est les atouts et les obstacles. Donc dans cet épisode 16, on va parler un petit peu de ça, sachant que globalement, j'ai terminé les obstacles et j'ai commencé les atouts. Et on a quelques petits changements au niveau de l'interface que j'aimerais vous montrer. Des petits changements, des petites améliorations au niveau de l'ergonomie qu'on a apporté suite à quelques parties test avec mon frère. Alors donc, vous avez ici deux écrans de Zundo. Je vais fermer la console parce que dans le contexte on s'en fout. Hop, voilà. Alors maintenant quand on se connecte, on choisit sa tribu. Alors désolé, j'ai encore des petits problèmes d'image, de chargement d'image. Et ça, c'est un truc que je vais devoir regarder. Je pense que c'est vraiment un problème de préchargement d'image. Donc ça, c'est quelque chose que je vais regarder assez vite. Hop. Et donc on arrive ici sur notre interface de placement. Et vous remarquez que maintenant, on a en plus les atouts. Alors les atouts ne peuvent pas être placés sur le terrain, mais ça nous permet de voir déjà un petit peu les atouts. Ce qui pourrait éventuellement influencer le placement de notre armée, parce que bon, ici c'est pas le cas, mais par exemple chez les Monkus, Cocoboom c'est un atout qui est utilisable par les élites, et Tortue est utilisable par les soldats. Donc ça va aussi, si on veut pouvoir jouer l'atout assez tôt dans la partie ou quoi, ça va aussi jouer. Donc ça, c'était la première modif ici, c'est d'ajouter les atouts, de montrer les atouts dans la sélection de tribus. Alors ici, on fait un truc au hasard, hein, on s'en fout un petit peu, hop, pareil, voilà. Ensuite, et ça vous le remarquez tout de suite, on a maintenant les atouts qui apparaissent ici, et on a aussi nos cartes qui sont tout le temps face visible. Parce que c'est vrai que dans les règles de jeu de base, l'idée c'était qu'on ne pouvait regarder ses cartes que pendant son tour. Ça avait du sens au niveau d'un jeu papier, enfin d'un jeu physique et tout ça. Mais ici, dans un jeu, on va dire, numérique, où l'adversaire n'est pas physiquement face à nous et tout ça, ça a un peu moins de sens. Et donc du coup, j'ai décidé de passer sur un truc un peu plus logique. De même, vous remarquez que quand on survole les cartes, on voit directement leur pouvoir et leur grille de mouvement, parce que comme ça, on n'a pas forcément besoin de cliquer à chaque fois pour voir les trucs. Donc ça, c'est déjà un sacré changement. Ensuite, donc, on a une première gestion des atouts et des obstacles. Alors, en fait, j'ai codé les obstacles parce que j'en avais besoin pour au moins un ou plusieurs atouts, et du coup, j'ai commencé les atouts, puis j'ai codé vite fait les obstacles, et du coup, je m'arrête là maintenant avec les obstacles qui sont implémentés et un premier atout. L'atout en question, c'est le mur d'arbre, qui est un atout de la tribu Boarix. Et donc ici, c'est mon tour. Quand je sélectionne mon atout, j'ai son contenu ici et j'ai la possibilité d'utiliser mon atout. Donc ici on voit bien, le mur d'arbre, je dois le placer sur une case libre du champ de bataille. Cette case devient un obstacle jusqu'à la fin de la partie et l'atout lui-même est utilisable une seule fois par partie. Donc je vais décider d'utiliser le mur d'arbre. De là, je vais avoir
une action, parce que je vous avais expliqué, hein, c'est le même principe, en fait les atouts ça va être le même principe que les pouvoirs. C'est que la plupart des atouts et la plupart des pouvoirs peuvent se résumer à une suite d'actions qui sont relativement communes. Choisir une carte, choisir une case, déplacer une carte, attaquer une carte, etc. etc. Et donc du coup, j'ai implémenté ces actions. Et la résolution d'un pouvoir, c'est simplement fais cette action, et en réponse à cette action, fais telle chose. Ce qui fait qu'il nous manquait une action, l'action de sélectionner une cellule, sélectionner une case, parce qu'avant on avait bougé une carte, sélectionné une carte, et c'est tout pour le moment, mais je n'avais pas d'action pour sélectionner une case. Donc j'ai implémenté cette action, donc maintenant ici, ça fonctionne un peu de la même manière que sélectionner une carte, hein. Je lui envoie, mais on verra ça dans le code, je lui envoie la liste de possibilités. Ici, c'est des cases libres du champ de bataille. Je vais pouvoir en sélectionner une. Alors, je la sélectionne, et quand je suis d'accord, je confirme mon choix. Au moment où je confirme mon choix, l'obstacle est ajouté sur le jeu. Alors, un obstacle, c'est quelque chose qui est public. Donc, les deux joueurs doivent le voir. Donc du coup ici, si je passe sur l'écran du deuxième joueur, il voit aussi l'obstacle. C'est pour ça que j'ai décidé temporairement, on trouvera un truc pour le rendre peut-être plus joli et tout ça, hein. Ça c'est des trucs qui se verront plus tard. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ces bandes grises ici, pour qu'on voit bien que c'est ni une carte à moi, ni une carte à l'adversaire, c'est un obstacle, je peux rien faire avec. De là, j'ai dû aussi modifier un petit peu, mais ça je vous le montrerai dans le code, mais j'ai dû modifier un petit peu la gestion des déplacements, parce que un obstacle, c'est une carte qui est en jeu, mais c'est une carte qui, d'une part, ne peut pas bouger, et c'est une carte qui ne peut pas être attaquée. Donc par exemple, ici, j'ai Kang. Kang, dans ses déplacements, normalement, il peut aller un à gauche, un à droite, en diagonale et 2 cases en avant, mais ici il ne peut pas le faire, parce que le mur d'arbre c'est un obstacle, et il ne peut pas attaquer l'obstacle, il ne peut rien faire. Donc l'obstacle devient entre guillemets une case morte. Alors il y a des obstacles plus tard dans les règles de jeu, il y a des obstacles qui peuvent être attaqués, qui peuvent être ciblés, qui vont du coup déclencher des effets spécifiques, mais on n'en est pas encore là. Donc pour le moment, au niveau des règles de jeu, un obstacle c'est une carte qui est, c'est une case qui est morte. Pardon. Donc du coup, ça c'est implémenté. De là, au niveau des mécaniques de jeu, comme vous avez vu, on choisit un atout, on l'applique. Au niveau du chat, c'est affiché. L'atout donc Lenny active son atout mur d'arbre, ça explique ce que ça fait, etc. Donc voilà au niveau du jeu, en termes d'interface et tout ça, il n'y a pas grand chose de plus pour le moment, c'est le seul atout qui a été implémenté. Pour le moment, si on essaye de sélectionner un atout et de le jouer, puisqu'il n'est pas implémenté, ça passe le tour, ce qui est complètement idiot, mais c'est juste le temps de les implémenter. Mais voilà, donc on a toute la logique des atouts, maintenant il ne reste plus qu'à les implémenter. Alors je vais vous montrer au niveau du code. Au niveau du code, à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. On va retourner dans... Voilà, ici. Alors, au niveau du code, comment ça se passe? Alors, ce qu'on va déjà commencer par regarder, c'est les obstacles. Les obstacles en tant que tels, c'est pas quelque chose de super compliqué. En gros, au niveau du serveur... J'étais déjà dessus, voilà, pardon. Au niveau du serveur, un obstacle va apparaître sur le board. Donc, il fait partie de notre structure qui s'appelle board ici, qui est un tableau d'objets qui ont chacun une coordonnée XY qui indique la case sur laquelle elle se trouve et des infos concernant la carte. Et aussi des infos concernant la carte et le joueur à qui la carte appartient. Un obstacle, lui, en termes d'infos, il a les infos de la carte. Il a deux trucs en plus, c'est que à la place d'avoir un type, parce que normalement le type obstacle n'existe pas réellement, parce qu'il n'y a pas des cartes obstacles. C'est une carte devient un obstacle, et à la base c'est un atout ou c'est un zone, mais elle se transforme en obstacle. Vous n'avez pas des cartes directement en main ou directement dans votre armée qui est un obstacle. Donc du coup, l'idée ici, c'était de pouvoir dire, ok, j'aimerais bien qu'au niveau du jeu, au niveau du code, le type puisse être un obstacle,
Mais pour pouvoir avoir accès à toutes les infos de la carte, qui sont son nom, son illustration et quelques infos supplémentaires, j'ai aussi besoin de savoir qu'est-ce que c'était avant de devenir un obstacle. Et c'est pour ça que du coup, dans le cas d'un obstacle, type devient un obstacle et je rajoute original type. Enfin, type et original type, qui permet justement de dire, bah tiens, pour récupérer les infos de la carte, bah, cette carte était un atout, donc va chercher l'atout. De même ici, on va simplement dire, vous vous rappelez, au tout début je vous avais expliqué, quand on envoie toutes les infos des cartes à chaque joueur, si la carte, donc on envoie toutes les infos des cartes, toutes les cartes qui sont à afficher sur le plateau de jeu, forcément on ne va pas donner toutes les infos aux deux joueurs, parce que ce serait gâcher le jeu que de savoir, juste en observant la console, que ici se trouve l'emblème de l'adversaire. Non, les infos que j'envoie aux joueurs, ici au joueur Tibus, c'est simplement cette carte fait partie de la tribu Boarix, Punt, pour afficher le petit blason, c'est tout. Mais pour le coup, du coup ici on trie, on regarde si je suis en train d'envoyer une carte qui est bien au joueur en question, alors je vais envoyer toutes ces infos, sinon j'envoie juste la tribu. Et j'ai dû modifier pour aussi inclure les obstacles, parce que comme je vous l'ai expliqué, les obstacles sont visibles par les deux joueurs, de manière indistincte. Donc on envoie les infos ici. De là ici, c'est à peu près tout au niveau du code serveur. Il y a aussi juste une toute petite modification dans checkMove, qui est ici la méthode qui permettait de vérifier, donc quand on veut se déplacer quelque part, vérifier que le déplacement est viable. Donc on vérifie que la case n'est pas déjà occupée par une autre carte. Si elle est occupée par une carte qui est à moi, du coup je ne peux pas me déplacer là. Si elle est occupée par une carte de l'adversaire, ça va déclencher un combat, etc. J'ai aussi dû rajouter ici le fait que si la carte appartient à un joueur un petit peu spécial, donc les obstacles en fait n'appartiennent plus à un joueur, une fois qu'ils sont posés, ils appartiennent au jeu, donc du coup le player devient obstacle. Et donc du coup ici on vérifie simplement, si le joueur de la carte est obstacle, donc un obstacle, du coup on peut ignorer, et c'est pour ça que comme vous l'avez vu ici, Kang ne peut se déplacer sur le mur d'arbre. Donc ça c'est pour le code serveur au niveau des obstacles. Et au niveau du client, là c'est vraiment plus de la gestion. Donc la gestion est pareille au niveau des déplacements et tout ça, parce qu'on recheck quand même une fois les déplacements côté client, donc même vérification ici et tout ça. Et en gros, sur le board, on a ici simplement les cartes obstacles. Elles sont simplement ici vérifiées. Si le type est un obstacle, alors on va résoudre la carte pour avoir toutes ces infos en utilisant son original type, comme je vous ai expliqué. Et on affiche ici les infos avec des styles supplémentaires pour avoir cette fameuse barre grise pour le nom de la carte et son type qu'on remplace par obstacle en dur, parce que c'est plus un atout, c'est plus un zone, c'est un obstacle, c'est strict. Et voilà. Donc ça c'est au niveau client pour les obstacles, il n'y a pas grand chose de très spécial. Et donc du coup au niveau des atouts. Alors au niveau des atouts, la résolution d'un atout c'est exactement la même. Donc on a une zone maintenant ici qui s'appelle j'ai oublié. Hop là. Voilà, on a ici, donc on a ici une zone qui s'appelle End Holder, qui représente, on va dire, la main du joueur, parce que pour le moment, elle ne contient que des atouts, mais c'est aussi dans cette zone qu'on aura les renforts. Donc en fait, je vais sûrement faire un système d'onglets, je ne sais pas encore, mais globalement, dans votre main, vous avez des atouts et potentiellement des renforts. Donc quand les renforts arriveront, c'est là-dedans qu'ils seront mis. Donc on a cet objet Endholder, qui pour le moment contient simplement des atouts. Donc les atouts sont des cartes avec toutes les infos et tout ça. C'est le même composant que les cartes qui sont sur le jeu.
et dans la sélection des tribus, dans l'interface de sélection, de positionnement et tout ça. D'ailleurs, vous pouvez les survoler, et s'il y a des infos à voir, bah, vous pouvez les voir aussi directement en les survolant. Vous pouvez toujours cliquer, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi le voir en survolant. Donc voilà pour simplement le handholder. Et quand le handholder renvoie l'atout, au moment où on va sélectionner l'atout, ça va simplement envoyer vers le serveur via une petite méthode qui est voilà, send Trump selection. Donc Trump c'est atout en anglais, ce qui est assez ironique quand on pense au nom qu'on connaît, voilà, ne parlons pas politique, mais bref, donc c'est l'envoi de l'atout, donc ça nous dit quel est l'atout qui a été sélectionné, parce que tout le reste va se passer maintenant côté serveur. Côté serveur, on reçoit ici le... Où est-il ? Voilà, on reçoit ici la méthode Trump avec la carte. Et là, ben, simplement, on va récupérer, alors ça fonctionne exactement comme les pouvoirs, hein. On va récupérer un resolver, qui est une petite fonction propre à chaque atout. Si le resolver n'existe pas encore, ben, c'est que l'atout n'est pas encore implémenté, donc le tour est terminé, c'est pas très bien, mais c'est temporairement. Et puis sinon, ben, on envoie le petit message dans le chat pour dire, ben voilà, hop, le joueur Intel active son atout, et en parenthèse, on affiche le contenu du texte de l'atout, et puis on appelle le resolver en lui donnant l'instance du jeu pour pouvoir interagir avec le jeu, suivi d'un objet source qui contient la carte, l'atout, et le joueur actif. Et ensuite, simplement, on a une fonction de callback qui va être exécutée quand l'atout a terminé de se résoudre ou peut passer la main au jeu, et cette fonction ici va simplement envoyer l'état du jeu et passer à l'étape suivante dans la stack. De là, je vais vous montrer le seul atout qui est implémenté pour le moment, mur d'arbre, qui est ici, et vous allez voir que globalement ça ressemble très très fort à un résolveur de pouvoir, et c'est quasiment exactement la même chose. Donc ici, on est sur le résolveur de mur d'arbre, on reçoit l'instance du jeu, la source, et l'idée, ça va être, on va rajouter dans la stack des actions. La seule action qu'on a à faire ici, c'est justement de sélectionner la cellule dans laquelle on va pouvoir créer notre obstacle. Donc déjà, on va commencer par sélectionner toutes les cellules, donc on récupère toutes les cellules qui existent et on les filtre en disant... si on n'a pas de carte dans cette cellule, alors on peut la rajouter dans le tableau de choix, parce que sinon il y a une carte dessus, donc on ne peut pas poser l'obstacle. Et de là, on va simplement ajouter dans le stack une nouvelle action qui va être select cell, donc choisir une cellule, en lui disant sélectionner une case libre pour placer le mur d'arbre. Ça s'adresse au joueur qui a lancé l'atout, avec l'atout et les cases qui sont disponibles. Ensuite, comme pour les pouvoirs, on a un callback qui va être appelé au moment où on recevra les coordonnées XY de notre choix. Et là, on va simplement créer l'obstacle. Créer l'obstacle, c'est relativement simple. Comme je vous ai dit, un obstacle, on l'ajoute simplement sur le board en lui donnant une coordonnée, en spécifiant que son joueur, c'est un joueur un peu spécial, c'est obstacle, et on lui donne les infos de la carte. Les infos de la carte en remplaçant bien sûr le type par obstacle et en rajoutant une référence à son type original dans original type. De là, ensuite, on va aussi enlever l'atout de la main, parce que certains atouts peuvent être utilisés plusieurs fois, certains atouts ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Ici, en l'occurrence, l'atout en question, le mur d'arbre, ne peut être utilisé qu'une seule fois. Donc ici, on s'assure qu'il est retiré de la main du joueur et placé dans le cimetière. Et puis, on passe la main, on a fini, etc. S'il n'y a pas d'autre action, on passe au tour suivant, etc.
Donc voilà au niveau de l'implémentation des atouts. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, donc voilà ce qui a été fait pour cet épisode 16. Maintenant, pour la suite, ça va être d'implémenter chacun des atouts. Sachant que globalement, il reste... donc il y a des atouts, comme on peut voir ici. Alors ce qu'on va faire, ça va être un petit peu plus simple, c'est... On va quitter ça, hop. Voilà, on va revenir ici. Dans le contexte, par exemple, donc l'attribut de Clos-Boulon, ici on a les atouts de tir. Alors les atouts de tir, ça va être un truc pour lequel il va y avoir encore un petit peu de travail, parce qu'un atout de tir, justement, il y a cette notion de pouvoir choisir une cible, donc vérifier que la cible est valide, donc ça va être une action, une nouvelle action, les atouts de tir, donc pouvoir choisir le tireur aussi, parce que ici on voit que cet atout de tir, il est simplement, on vise un zone ennemi situé dans son camp, et ça déclenche un combat, mais il y a des atouts qui, eux, demandent spécifiquement d'avoir un tireur. Donc je vous avais montré Coco Boom. Coco Boom, par exemple, est utilisable par un élite. Donc avant de pouvoir lancer Coco Boom, on doit être sûr d'avoir un élite en jeu, et que cet élite... que les deux cases qui sont ici, qui sont les cases de ciblage, soient disponibles par rapport à l'élite, quoi. Donc ça, voilà, ça va être le check de cible. Ensuite, ça va simplement lancer un combat, mais ça va être un combat qui va être un petit peu spécifique, donc sur lequel il va falloir faire attention à ce qu'on fait, sachant que si l'atout gagne, le zone adverse est éliminé, mais il n'y a pas de déplacement par la suite, donc ça c'est un truc qu'il faut forcément aussi bien retenir. Si l'atout perd, il se passe rien, je veux dire, l'atout revient en main, sauf si pour certains atouts il y a cette fameuse croix. Donc ici Coco Boom a une croix qui fait que si l'adversaire touche cette croix, l'atout est détruit. Sinon, même s'il a perdu, il revient en main. Donc ça, c'est un type d'atout qu'il va falloir gérer. Mais ici par exemple on a la grosse Bertha qui est l'appareil... voilà. Non, c'est juste l'image. Là, c'est pareil. On vise un zone ennemi situé dans notre camp. Donc, on s'en fout de qui va tirer. Globalement, c'est le joueur qui tire. Mais ça doit se résoudre quand même. Mais on a aussi d'autres types d'atouts. Par exemple, ce type d'atout ici, qui est un atout tactique, où en gros, on va déplacer jusqu'à 2 soldats l'un après l'autre, et ils ajoutent 1 point à leur score de touche. Ça, c'est des actions qu'on a déjà, ou presque. C'est l'action Move Card. En gros, ici, on a l'action Move Card. J'en avais déjà une, je pense que c'était Clos-Boulon avait cette action-là. Voilà. On a l'action ici Move Card. C'est simplement, on va ajouter 2 actions Move Card qui vont pouvoir dire tu vas pouvoir bouger un de tes soldats. 2 fois, donc 2 actions Move Card, et en plus de ça, on va leur donner un bonus de coin de touche, qui ne sera valable que pour... techniquement, au niveau des règles, c'est valable que pour un tour, donc à la fin du tour, et ça va être quelque chose qu'il va falloir gérer aussi, c'est à la fin du tour, il va falloir supprimer tous les bonus en cours. Donc, voilà, mine de rien, il y a encore pas mal de taf au niveau des atouts. Le mécanisme est prêt, mais il faut implémenter chaque atout au cas par cas. Donc les atouts de tir, et puis des atouts un petit peu spéciaux ici. On a... donc chez Clos-Boulon, par exemple, on avait ce mur d'arbres, donc ça c'est fait, mais on a aussi la pluie de menhir qui est un atout de tir, simplement. Et ici, cet atout de tir, par contre, il est utilisable une seule fois. Donc gagné ou perdu, cet atout va être supprimé à la fin de son exécution. Et on a un atout qui est aussi un petit peu spécifique, c'est la cage de racine. La cage de racine, elle est utilisable par un prêtre, donc attention, on devra s'assurer que le prêtre est toujours en jeu au moment de lancer l'atout. Et puis on va placer la cage de racine sur un zone, et il devient un obstacle. Donc ça va verrouiller un zone de l'adversaire. Donc c'est encore des trucs... ça pour le coup je pourrais presque l'implémenter. Enfin quasiment, il n'y a plus grand chose à faire là-dessus, il est implémenté. J'ai juste à faire le code. Alors tant qu'on est dessus, on fait le tour des autres tribus.
Ici, on a Fury qui est fort proche de la tortue chez les Monkus. C'est on déplace un soldat et il double son score de touche, utilisable une seule fois, c'est assez easy. Là, ici encore, on déplace jusqu'à 2 élites ou monstres, l'un après l'autre. Pouf. Et enfin, Poudre d'escampette qui, elle, permet de reculer jusqu'à 3 zones, chacun sur une case adjacente libre de la rangée située derrière lui. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose, c'est le jusqu'à qu'on doit aussi gérer, qui va être de pouvoir dire, ok, j'en ai déplacé un, j'en ai déplacé 2, ouais, maintenant j'arrête. Et donc pouvoir aussi rajouter un bouton dans l'interface qui va dire, ok, c'est bon, j'arrête. Donc voilà pour cette tribu-là. Et enfin, la dernière tribu, les Warus, qui eux vont être relativement faciles parce que c'est 2 atouts de tir, un atout de tir pour les soldats et un atout de tir pour un autre deuxième atout de tir pour les soldats. C'est juste la zone et les scores qui vont changer. Et enfin, le dernier, lui, c'est encore une fois un déplace jusqu'à 3 de tes zones. Donc voilà. Ça, en gros, il y a encore du boulot sur les atouts de tir, ça, il y a pas mal à faire. Et quelques petites modifications, gestion de bonus et tout ça. Mais on touche au but, globalement, on touche au but sur le système de jeu, et ça, je suis super content. Ce qui fait que je pense que l'épisode prochain, ce sera probablement centré sur les atouts de tir, ou sur les bonus en déplacement. Ce sera l'un ou l'autre. Puis je ferai un autre épisode sur l'autre, donc les atouts de tir ou les bonus de combat en déplacement, etc. Et globalement, on va pouvoir cocher, alors j'ai oublié de cocher la case obstacle, je ferai ça tout à l'heure, mais on va pouvoir cocher atout, obstacle, et il nous restera un dernier épisode sur le game lock. Et de là, à part les renforts, comme je vous en ai parlé, on aura fini les règles du jeu. Et ça, c'est super chouette. Ce qui fait que je pense, l'étape suivante, il faudra que je choisisse. Est-ce que j'implémente quelques tribus de plus, ou est-ce que la création de tribus, ça ne sera pas avant que j'ai implémenté probablement 2 ou 3 continents, parce que ça a moins d'intérêt quand c'est juste pour faire des mix de son propre truc, donc voilà. Mais voilà, ça, pour le moment, je me laisse ça, cette porte ouverte. Je ne sais pas trop bien comment je vais... dans quelle mesure je vais faire la suite, sachant que, comme vous le savez tous, pour le moment, on est en confinement, mais pour notre... au moment où j'enregistre, on est en confinement, mais de mon côté, le déconfinement arrive à grands pas et je vais recommencer à travailler, enfin. Mais du coup, je vais aussi devoir gérer un petit peu mon planning de travail par rapport à ce que je bosse sur Zundo. Donc voilà, les choses avanceront peut-être un peu moins vite, mais qui vivra verra. De là, je vous remercie beaucoup pour votre suivi. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et que, mine de rien, on avance, et ça, c'est super chouette. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Bye!